Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue à vous dans Faites entrer l'invité. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles pour examiner les conséquences de la guerre en Ukraine. Une guerre qui a des répercussions sur le monde entier, notamment sur le prix du carburant qui impacte également notre pays. Mais durant ce sommet européen, il y aura aussi l'intervention du président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, sur l'extrême vulnérabilité des pays africains face à l'insécurité alimentaire. Comment travaille l'Union européenne avec le continent et notre pays en particulier? Quels sont les secteurs sur lesquels l'Union européenne intervient? L'occasion pour nous de revenir sur les relations entre l'UE et le Royaume, la coopération, les partenariats, les échanges Maroc-UE, les secteurs vitaux, mais aussi les visas, parce que c'est un sujet important pour la libre circulation. Je reçois donc aujourd'hui l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, Patricia Pilar Lombard-Cussac. Bonjour. Bonjour Fathia, c'est un grand plaisir d'être ici avec votre audience, que je salue aussi. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, ravi pour la première fois d'ailleurs d'en Faites entrer l'invité. Tout d'abord, j'aimerais vous demander un mot, parce que c'est important, ce mois de mai se clôture. Demain, on célébrait, durant ce mois de mai, beaucoup ne le savent pas, le mois de l'Europe. C'est quoi au juste? C'est célébré à travers tous les pays européens? Si, effectivement. Alors, nous célébrons fondamentalement la date du 9 mai, qui est la journée de l'Europe et qui correspond à la déclaration qui a été faite par un des pères fondateurs de l'Union européenne, et qui était Robert Schuman, et dans laquelle il a fait un appel à laisser derrière les guerres. Donc, nous sommes un continent, l'Union européenne, qui était un continent des guerres fratricides. Et donc, près de 2 années après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette volonté de ne plus revoir sur le continent européen revenir la guerre. Et c'est là qui est l'origine de ces grands projets européens qui a commencé avec 6 pays et qui aujourd'hui rassemble 27 pays et qui nous a permis, les 27, d'avoir la période la plus longue jamais connue dans les continents européens de paix, de stabilité et de prospérité. Donc, c'est ça qu'on célèbre le 9 mai. On les célèbre avec, ici au Maroc, on a eu l'opportunité d'avoir une belle réception avec nos partenaires marocains et aussi d'avoir des différentes activités pendant tout le mois pour venir rencontrer le Marocain et les Marocaines dans des différents domaines d'action qui sont très simples. Alors, cette année, c'est une célébration qui a une résonance particulière, puisque la guerre, nous la vivons en ce moment. La guerre en Ukraine, je disais que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui et demain. Résonance particulière avec cette guerre en Ukraine qu'on ne peut pas occulter où que l'on soit sur le monde. Quelques mots déjà sur cette situation. Effectivement. Alors, ce 9 mai ne pouvait pas être un 9 mai comme les précédentes, parce qu'on a vu l'horreur et qu'on a voulu éviter pendant cette construction européenne, l'horreur de revoir la guerre revenir sur les territoires européens. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une action qui est complètement injustifiée de la Russie, une action qui est complètement pas provoquée et qui est en train de créer une destruction énorme sur la sécurité, pour commencer évidemment de l'Ukraine, mais aussi sur la sécurité européenne et qui porte atteinte à la sécurité mondiale. Et on parle de la sécurité et on parle aussi de l'économie. Alors on voit dans ces moments-là que c'est à l'origine cette guerre et dans la cause des hauts des prix, donc une inflation galopante qui a un impact au plus lourd sur les plus vulnérables. Donc, il y a cette augmentation des prix des denrées alimentaires, notamment du blé. Aujourd'hui, il y a
22 millions de tonnes du blé de l'Ukraine qui peuvent pas sortir des ports ukrainiens à cause de la Russie et qui pourraient vraiment être un moyen de commencer à alléger, à faire face à cette pénurie d'aliments et de blé dans des pays africains en particulier dont ils sont extrêmement touchés. C'est aussi la hausse des prix de l'électricité, des énergies. Donc, c'est un impact économique au niveau global. Et les chefs de gouvernement aujourd'hui, d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis effectivement pour analyser cette situation, pour étudier comment l'Union européenne peut travailler dans l'international. Comment on peut travailler avec les Nations Unies, avec les autres partenaires, avec des initiatives des États-Unis, de la France, et venir accompagner les efforts des autres pays, et aussi pour voir comment on peut effectivement monter la pression pour que la Russie laisse sortir ces 22 millions de tonnes de blé qui sont arrêtés dans les ports et que ça puisse avoir un impact positif sur la sécurité alimentaire. Donc, extrême préoccupation et il y aura beaucoup d'actions du côté de l'Union européenne avec les partenaires internationaux pour venir à l'aide. Nous envisageons aussi un certain nombre de programmes, y inclus avec le Maroc, pour essayer d'accompagner les efforts de chaque pays dans ces situations qui n'est que provoquée par les actions russes, par l'invasion de la Russie sur l'Ukraine. Et je voudrais dire et qui est d'une gravité particulière parce qu'on parle d'un pays qui est assis au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a de l'armement nucléaire et qui a violé, cassé, brisé tous les principes qui sont au cœur de la gouvernance mondiale et que nous voulons préserver, qui est la coopération, qui est le dialogue, qui est le respect. Donc, de l'Union européenne, nous allons continuer à agir d'une façon déterminée, à côté de l'Ukraine, d'une façon unie. Vous savez que l'unité entre 27, elle n'est pas toujours donnée. Est-ce qu'elle est renforcée, justement, cette unité au sein de l'Union européenne depuis cette guerre en Ukraine ? Parce que ça a remis, une petite piqûre de rappel sur l'importance de rester soudés. Absolument, absolument. Ça a provoqué des décisions d'une rapidité, d'une unanimité qu'on n'avait jamais vue. Et les sanctions qu'on a adoptées contre la Russie très rapidement ont été d'une profondeur et d'une rapidité énorme. C'est aussi la détermination et c'est aussi l'engagement. Donc pour moi, c'est ces trois mots, unité, détermination et engagement, qui ont fait aussi que l'Europe prend conscience aussi d'être encore plus un acteur géopolitique et de notre rôle dans la sécurité de nos citoyens de l'Union européenne, mais aussi notre rôle dans la sécurité mondiale. Et là, on verra... Notamment vis-à-vis du continent africain ? Et y inclut vis-à-vis du continent africain. Et quand on vient d'avoir très récemment, le mois de février, les sommets Union européenne, Union africaine. Et c'est un regard de l'Union européenne avec l'Union africaine nouveau pour faire face aux nouveaux défis. Je dois dire que cet regard était porté sur ce qui étaient les grands dossiers et les grands défis du mois de janvier. Et les grands défis du mois de janvier qui se sont construits dans les dernières années, c'était la sortie de la crise, de la sortie de la pandémie, donc la récupération économique, comment faire une récupération économique inclusive. Et quand je parle d'inclusif, on parle de ne laisser personne derrière, on parle des femmes, on parle des jeunes. Et il y avait un grand deuxième axe qui était la transition énergétique, donc les objectifs de l'accord de Paris, la transition verte, et ensemble. Et troisième, je simplifie un petit peu, mais troisième était fondamentalement les numériques. Donc, trois grands défis auxquels aujourd'hui vient s'ajouter l'impact
énorme de la guerre en Irak. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle que le président de l'Union africaine Macky Sall a accepté aujourd'hui de se réunir avec les chefs de gouvernement, des chefs d'État et de gouvernement. Et pour tirer la sonnette d'alarme aussi. Exactement. Alors, on va parler du Maroc et de l'Union européenne. Maroc-UE, volonté commune de renforcer la coopération économique bilatérale. Le Maroc et l'Union européenne tracent les priorités stratégiques pour moderniser leur partenariat économique. Le Maroc et l'UE déterminés à renforcer leur coopération. Maroc-UE, la modernisation du partenariat économique au centre du business dialogue. Maroc-UE, renforcement de la coopération dans le domaine des statistiques. Ce sont quelques-uns des gros titres de la presse nationale et il y en a beaucoup d'autres parce qu'il est vrai que ces derniers mois, et particulièrement depuis le début de l'année, il y a eu de nombreuses visites de hauts représentants de l'Union européenne dans le Royaume. La plus importante, la première visite au Maroc d'Ursula von der Leyen dans ses fonctions de présidente de la Commission européenne. Ces visites, toutes ces visites depuis le début de l'année, qui se sont quand même concentrées, c'est un signal fort selon vous ? Comment vous le traduisez ? C'est un signal très forte et de l'intérêt de l'Union européenne pour cette relation avec le Maroc. Donc, une relation qui est une relation déjà solide et qui est une relation, moi je dis, à la fois naturelle de voisinage. On est des voisins et les voisins doivent gérer gérer toutes les questions de voisinage ensemble, mais notre relation, au-delà d'une relation naturelle et de voisinage, est une relation de choix. Les deux parties, et tant le Maroc que l'Union européenne, nous avons fait le choix d'investir dans cette relation bilatérale qui nous est chère. C'est à la fois aussi une relation qui est stratégique et qui est aussi ambitieuse et à la fois dynamique. Je dirais stratégique, ambitieuse et dynamique qui reprend toutes les visites qui est bien vues dans ces visites que nous venons d'avoir. Alors, 4 visites en 4 mois, et 4 visites de très haut niveau. Donc, nous avons eu la présidente de la Commission européenne, nous avons eu le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge des relations commerciales, investissement et commerce. Nous avons eu aussi la visite du commissaire Schmit, qui est venu pour les questions dont on était encore en train de parler, l'emploi et le travail, et surtout emploi et travail pour les jeunes et pour les femmes. Et nous avons encore eu la visite du commissaire Varhelyi, qui est en charge de la politique de voisinage. 4 visites, et dont les messages, je dirais, si je dois passer un message fondamental du côté de l'Union européenne, c'est que nous sommes très intéressés à continuer à investir dans cette relation entre l'Union européenne et le Maroc. Le Maroc est un partenaire qui nous intéresse et le Maroc est un partenaire avec qui nous avons de grandes ambitions et nous avons des ambitions d'ailleurs au niveau global. C'est un pays avec lequel nous partageons une même vision de la gouvernance. On était en train de parler de la Russie, donc une vision sur la gouvernance globale qui est basée sur des règles, basée sur la coopération, basée sur les dialogues, une vision que nous pouvons traduire dans les enceintes internationales. Deuxièmement, évidemment, il y a tout le contexte régional qui nous intéresse et interpelle aux deux pour des dialogues politiques plus renforcés. Et troisièmement, c'est une relation commerciale. Le Maroc, l'Union européenne est pour le Maroc son principal partenaire commercial. 2/3 des exportations du Maroc vont dans les marchés de l'Union européenne. 50% de ces importations viennent du marché de l'Union européenne. Pour nous, le Maroc est le partenaire plus important dans la région. Et l'Union européenne est aussi les premiers investisseurs au Maroc. Et moi, je veux toujours insister que quand on parle de commerce, et quand on parle des investissements, quand on parle des chiffres, il y a des personnes derrière. Ce sont des businesswomen et businessmen, donc des femmes et des hommes d'affaires. Et ce sont des investisseurs de deux côtés, ce sont des travailleurs et travailleuses de deux côtés qui font fondamentalement des win-win
pour transformer ça dans des emplois. Pour moi, le travail, investissement, ça veut dire emploi. Et en plus, emploi de qualité. Et c'est ça qui doit être notre objectif. Et c'est ça qui sont nos ambitions. Donc, quel a été un petit peu les messages qui sont venus, donc, et cet intérêt de l'Europe, de renforcer cette relation, de la rendre aussi plus résiliente. Parce que nous sommes des partenaires stratégiques et les partenaires stratégiques ont aussi des hauts et des bas. Hein? Et moi, je dis, c'est comme dans toutes les familles. Hein? Dans toutes les familles, il y a des moments où les choses se compliquent plus. Mais qu'est-ce qui fait une famille, qu'est-ce qui fait un partenariat stratégique? C'est la capacité de parler, échanger, avoir la confiance et construire ensemble une relation qui est résiliente et une relation qui est dans l'avantage de nos citoyens. Et notre relation est dans l'avantage des citoyens. Vous écoutez Radio 2M, vous suivez en ce moment Faites entrer l'invité. Notre invitée aujourd'hui est l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Alors, on parle beaucoup de partenariats, on parle de signatures, d'accords bilatéraux. Pour tous les auditeurs qui nous suivent ici au Maroc et ailleurs, quelquefois les signatures, ça ne nous parle pas. Donc, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de renforcement bilatéral, quand on parle d'accord de partenariat? Ça se traduit comment? Comment vous travaillez? Mais vous savez tout à fait raison, parce que sincèrement, beaucoup de fois, on parle avec des paroles qui semblent un petit peu vides, et notre défi est de bien pouvoir transmettre qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles et ces partenariats. Alors, laissez-moi donner quelques exemples. Et je vais commencer, on était dans l'investissement, dans le commerce et l'investissement. Nous avons pu tenir cette fois-ci, grâce à la CGM et aux partenaires européens, la première rencontre entre entrepreneurs de l'Union européenne et du Maroc. Et c'était une première rencontre très importante. C'était la première fois qu'on faisait ça d'une façon formelle et devant les décideurs politiques pour qu'ils s'écoutent qu'est-ce qui est nécessaire pour augmenter les commerces, qu'est-ce qui est nécessaire pour augmenter les investissements. Et dans un moment comme l'actuel, où les chaînes de valeur des produits doivent se rapprocher par la question verte, par la question de la guerre russe sur l'Ukraine, il y a là un potentiel énorme pour les entrepreneurs de l'Europe et les entrepreneurs du Maroc de créer de nouveaux investissements et de créer de nouveaux travaux et aussi des échanges de technologies. Donc là, il y a tout un élément. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On travaille aussi, on appuie cette compétitivité de la petite et moyenne entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos actions et nos coopérations? Nous accompagnons les ministères du commerce et d'autres ministères pour augmenter la compétitivité des petites et moyennes entreprises et aussi pour promouvoir la formalité. Donc, un des grands défis, c'est le travail informel, surtout aussi dans les zones rurales, qui a un impact particulier encore de plus sur les femmes. Nous avons deux différents programmes qui visent à augmenter cette compétitivité, à accompagner les efforts du gouvernement pour rendre l'informel formel, et que ça a un débouché, et que c'est un autre domaine où nous sommes, sur la protection sociale. Donc, protection sociale, grand défi, des grands objectifs de ces gouvernements. Nous accompagnons les efforts du gouvernement pour amplifier la protection sociale et surtout aux plus démunis. Qu'est-ce que nous avons, par exemple, un énorme investissement en matière d'éducation. Alors, quand on parle d'éducation... De quoi parle-t-on exactement ? De la même manière, j'ai envie de vous dire, on vous a vu d'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux aux côtés du ministre de l'Éducation nationale. De la même manière, comment il se traduit cet accompagnement? D'abord, est-ce que c'est un secteur vital pour l'Union européenne, l'éducation? Oui, absolument. C'est un secteur vital au Maroc, c'est un secteur vital à l'Union européenne. Ah oui, parce que nous, c'est un enjeu énorme. Exactement. Et l'éducation, on dit beaucoup, c'est l'avenir de demain.
et c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est pour commencer l'éducation, et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec les ministres, c'est pour commencer, et c'est éviter l'abandon scolaire. Et là, on parle en particulier encore des jeunes filles qui, par des raisons très différentes, quittent l'école, et donc ça va avoir un poids dans tout leur développement à l'avenir dans leur vie, que ce soit les jeunes aussi qui abandonnent l'école. Alors, qu'est-ce que le gouvernement veut faire une école de qualité et une école inclusive, et donc avec une attention particulière aux jeunes filles et aux plus vulnérables. Oui, qui fait partie de la feuille de route du nouveau modèle de développement. Exactement. Tout à fait. Avec des objectifs très ambitieux, parce que je pense que l'objectif du modèle national de développement que Sa Majesté a promu, c'est gagner 50 places dans les différents classements internationaux. Alors, nous voulons être à côté de ce gouvernement qui se pose cet objectif si ambitieux, et nous le faisons de différentes façons. Donc, c'est ce que nous appuyons, et là je deviens un petit peu technique. Mais pas trop, s'il vous plaît, oui, pas trop. Pas trop, mais nous avons un mécanisme. Je dirais plus simplement, nous ne faisons pas les projets, nous, tout seuls, dans notre coin. C'est ce que nous faisons, c'est nous accompagnons les objectifs des politiques publiques du gouvernement. De quelle manière ? Donc, avec des ressources spécifiques, nous définissons avec le gouvernement... C'est-à-dire avec des moyens financiers, avec des subventions d'accompagnement, c'est ça ? Des subventions d'accompagnement. Le Combien ? Gouvernement fixe... Pour qu'on soit encore des plus concrets, par exemple sur ce volet de l'éducation nationale. Par exemple, en total, chaque année, nous avons du côté des subventions environ 200 millions d'euros dans des différents programmes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement a sa politique, que nous, on veut accompagner cette politique qui est la propre du gouvernement, et nous fixons un certain nombre d'indicateurs. Donc, d'indicateurs, par exemple, nombre de filles qui doivent être à l'école, réduction de l'abandon scolaire, nombre d'écoles, je ne sais pas, tout un certain nombre de critères, et c'est contre l'achèvement de ces critères que les ressources sont virées dans les budgets de l'État. Donc, ça veut dire que ça représente une confiance à la fois sur les politiques publiques et à la fois sur la gestion des finances de l'État. Alors, j'ai un autre volet et je suis obligée de vous poser la question puisque nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. J'ai envie de vous parler de libre circulation. Vous savez que pour bon nombre de Marocains, c'est important, ne serait-ce que quelquefois aller voir sa famille, mais aussi nous sommes juste en face de l'Europe et nous vivons, et pour bon nombre de Marocains de la même manière, la difficulté des visas. Obtenir un visa est devenu un véritable parcours du combattant et j'aimerais bien vous entendre sur ce volet-là. On parle beaucoup de libre circulation, on parle de mobilité, mais quand cette mobilité est tellement difficile, que fait-on ? Ok. Laissez-moi profiter pour amplifier un petit peu. Je reviens sur la question des visas, où je commence par la question des visas pour dire que oui, je suis consciente des préoccupations et de tous ceux qui nous écoutent dans ces moments, qui veulent voyager vers l'Europe et qu'il y a des difficultés avec les visas. Je ne peux pas me porter porte-parole des États membres et les compétences en matière d'octroi des visas correspondent aux pays de l'Union européenne. Donc, de notre côté, en tant qu'Union européenne, donc l'Union européenne ne donne pas, n'a pas de service consulaire spécifique au visa, c'est ça ? Exactement. Nous ne donnons pas de visa au niveau de l'Union européenne, mais nous avons un dialogue très proche avec les États membres pour voir comment, s'il y a des possibilités,
adopter des mesures spécifiques. Mais ce sont les décisions spécifiques de chacune des États membres. Chaque pays, en fait, est souverain de décider et de mettre en place, en fait, ses propres... Absolument. C'est un petit peu cette construction européenne pour nos auditeurs qui n'est pas un État, l'Union européenne. Donc, il y a tout un certain nombre de compétences qui leur revient et il y a d'autres compétences qui sont partagées entre les niveaux européens et les États membres et il y a des compétences qui sont exclusivement des États membres. Donc, évidemment, cette construction européenne fait que de plus en plus les compétences sont partagées et que dans un moment donné, les États membres décident de donner les compétences à un niveau européen, souveraineté européenne, mais évidemment avec tous les engagements, toutes les décisions. Et là, je voulais un petit peu profiter aussi pour parler d'un domaine qui est très central dans notre coopération pour revenir à la mobilité, qui est la question de la migration. Donc, alors, c'est un élément central de notre coopération. Et c'est un élément, donc, je veux profiter pour saluer les efforts importants et les moyens que le Maroc y met dans la gestion des frontières, dans la gestion des flux réguliers et irréguliers et dans les contrôles des frontières. Ce sont des tâches que nous appuyons encore du côté de l'Union européenne à travers l'appui à la stratégie intégrée de migration et asile du Maroc. Et nous allons continuer, ça c'était la visite du commissaire Varhelyi qui est revenu pour réaffirmer notre engagement à continuer à appuyer ces efforts que nous reconnaissons du Maroc. Mais c'est un dialogue qui doit être au-delà de la gestion des frontières. Vous avez parlé de la mobilité. Alors, il faut qu'on soit capable d'avoir un dialogue plus simple. Nous avons signé avec le Maroc en 2013 un partenariat de mobilité. Et ce partenariat de mobilité a les différents éléments. Donc, il y a les éléments de contrôle des frontières, il y a les éléments de mobilité, il y a les éléments du rôle des Marocains à l'étranger. Donc, tous ces Marocains, maintenant, on parle de 2 millions de migrants marocains en Europe, mais je vois d'autres chiffres où on parle de 4, parce que ce sont les nouvelles générations qui ne sont plus dans les papiers. Les chiffres sont difficiles, exactement. Tout à fait exact. Mais c'est un potentiel de coopération énorme. Et pour moi, c'est vraiment la base de cette relation que nous avons. Ce sont les personnes, ce sont les entrepreneurs, ce sont les étudiants, ce sont les migrants. Ce sont eux qui vont vraiment construire cette relation et la faire très résiliente. Et là, nous parlons aussi de la question des visas et nous parlons aussi de la question des réadmissions. Donc, il y a des sujets qui sont plus simples, il y a des sujets qui sont plus compliqués. Et maintenant, nous voulons développer, il y a une nouvelle communication de la Commission, c'est la façon où nous faisons nos lois en quelque manière, ou nos politiques. Et là, on reprend l'idée des partenariats des talents. Et le Maroc a Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les talent partnerships, les partenariats de talents, je ne sais pas si c'est bien traduit ou non, mais notre objectif fondamental, c'est de construire des programmes de mobilité plus adaptés au temps qu'on vit. Alors, que ce soit à travers des étudiants, que ce soit à travers des compétences qui ne sont plus en Europe, mais qui sont au Maroc, que ce soit à travers une mobilité circulaire de personnes qui viennent et qui vont en Europe, que ce soit avec des travaux qui peuvent se faire au Maroc pour l'Europe ou pour l'Europe ou pour le Maroc. Donc, nous envisageons maintenant de mettre en place des expériences pilotes pour voir comment on peut faire cette mobilité beaucoup plus agile et beaucoup plus gagnant-gagnant, parce que nous avons aussi entendu... Donc, comment vous allez faire si ce n'est pas possible avec les visas? On va revenir au même. Mais là, on va tout devoir intégrer. Il y aura une discussion vraiment globale au sein de l'Union européenne, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est aussi pouvoir donner la chance à tous, et pas une exclusivité à une partie ou à une élite qui, elle, peut bouger, mais donner
une chance à tout le monde, que je sois petit, jeune, start-upper, avoir la possibilité, un partage d'expérience avec la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas? Alors là, ça existe. Alors là, je veux revenir parce que pour tous ces jeunes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui ou qui les feront dans les jours suivants, il y a plusieurs mécanismes européens déjà existants pour les jeunes. Et ça, c'est fondamentalement, d'un côté, c'est notre fameux Erasmus+, le programme de bourse pour des étudiants. Et ce sont des bourses extrêmement bien dotées. Donc, ce ne sont pas des bourses qui iraient exclusivement pour des élites. Ce sont des bourses qui permettent et qui couvrent, tu peux même la manutention. Donc, ces bourses existent. Nous avons par année environ 1000, le total c'est 1500, mais 1000 Marocains et Marocaines, que ce soit des étudiants, que ce soit du personnel universitaire ou de l'administration des universités, qui vient en Europe faire des études. Nous avons d'autres programmes de ces gens aussi pour faire du volontariat. Et nous avons beaucoup entendu la volonté, je l'ai entendu du ministre d'Affaires étrangères, vraiment d'augmenter ces chiffres. Okay? Donc, ça existe. Ça existe aussi dans d'autres domaines, des partenariats et des compétitivités, des entreprises. Donc, il y a des mécanismes qui existent, mais il faut qu'on aille au-delà. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que nous avons écouté aussi la préoccupation du Maroc concernant la fuite des cerveaux. Donc, comment faire? C'est un grand défi, et je n'ai pas toutes les réponses. Excusez-moi, Madame l'ambassadrice, parce que vous me voyez regarder mon téléphone, parce que ça bipait. Mais justement, donc je pense que c'est un jeune qui aimerait savoir. Normalement, on devait clôturer, mais j'ai encore une question qui vous dit merci infiniment, Madame l'ambassadrice. Je vous entends parler de la jeunesse. Comment fait-on? Oui. Donc voilà, vous parlez de cette expérience de talent, c'est-à-dire on postule où? Je pense que ça doit être ça la question. Oui, alors la jeunesse, regardez, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais dire que cette année, nous avons déclaré en Europe l'année 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Nous l'avons fait parce que nous voulons écouter la jeunesse. Okay? Ce n'est pas paternaliste, ce n'est pas simplement venir ici, on va parler. Non, on veut que la jeunesse soit plus présente dans la prise de décision à l'Union européenne. C'est ce que nous avons fait ici au Maroc, c'est aussi de traduire ça dans des programmes concrets. Alors, nous avons parlé de l'éducation. Je parlais des bourses. Alors, Erasmus+, vous recherchez dans nos pages web, et nous avons la page au niveau web. Du site de l'Union européenne. Vous pouvez regarder d'abord sur la page web de la délégation de l'Union européenne au Maroc. Là, vous allez commencer à trouver des informations. Notre délégation, l'ambassade, elle est tout à fait ouverte à fournir plus d'informations. D'ailleurs, nous serons demain, tous les ambassadeurs de l'Union européenne, nous allons à l'université de Fès. C'est notre première visite conjointe depuis que je suis arrivée depuis novembre et depuis le Covid. Et nous allons parce que nous voulons marquer l'importance de la jeunesse. Pourquoi nous allons à l'université de Fès? Parce que l'Union européenne a beaucoup participé et contribué à ces projets, qui est un projet royal et qui vise à avoir une éducation très pointue, de très qualité, une grande qualité, et nous contribuons d'un côté avec la Banque européenne d'investissement sur les investissements, mais aussi sur les bourses. À nouveau, c'est ce que nous voulons et c'est l'approche européenne, c'est de donner des possibilités aux plus démunis, aux ceux qui ont eu moins de chances dans la vie. Et donc, environ 46% des étudiants qui étudient aujourd'hui à Fès, ils ont la possibilité de les faire à travers des bourses européennes. Donc, encore à ces jeunes qui nous regardent, même si le temps passe, vous pouvez nous suivre dans la page web de la délégation de l'Union européenne au Maroc. Voilà, et là, vous pouvez nous contacter et l'équipe de la délégation sera ravie de vous donner plus d'informations.
On va parler un tout petit peu de vous, à titre personnel, cette fois-ci. Vous le permettez ? Oui, tout à fait. Vous êtes depuis quelques mois au Maroc, juste avant de parler de la femme, parce que je sais, et on m'a glissé à l'oreille que vous étiez une militante quelque part. La place de la femme vous tient très à cœur. Vous parliez en ce moment de la jeunesse, mais il y a aussi tout ce que vous tenez, même à titre personnel, à soutenir, qui est la place de la femme. Absolument. Donc, c'est un des grands défis de de la planète, je dirais, et certainement de nos sociétés. Et moi, je suis bénéficieuse du travail qui a été fait par toutes ces femmes devant moi, devant nous, qui ont vraiment mené des batailles très difficiles. Et des batailles difficiles qui continuent à se développer dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'il nous revient à nous toutes, et je dirais à nous tous, parce que je ne pense pas que l'égalité des genres, c'est une question des femmes, mais le rôle des hommes, il est essentiel. Quand je suis arrivée ici au Maroc, j'ai bien compris la Vous priorité. étiez déjà, excusez-moi de vous interrompre, vous étiez déjà venue plusieurs fois au Maroc avant d'être nommée ambassadrice. J'étais venue une seule fois. J'étais venue une seule fois avant la guerre en Irak avec la commissaire Federica Warner à l'époque, dans l'accompagnant dans une visite qui essayait de discuter, échanger avec les partenaires de la région sur voir comment on pouvait rerouter la situation et avoir d'autres résultats. Donc vous le découvrez un petit peu quand même, le royaume à travers tous ces mois. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris avant juste, et je vous laisserai terminer sur la femme. Oui, je les découvre, oui, je les découvre, mais à la fois, je reviens sur ces grands nombres de Marocaines et Marocains qui sont en Europe. Donc, je dois dire que le Maroc n'est pas un pays qui nous est étrange. Et je viens en plus de Bruxelles, où j'ai fait une grande partie de ma carrière, et le nombre des Marocains et Marocaines à Bruxelles, il est très important. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup plus attiré du pays ? Oui. Je dois vous dire, et ce n'est pas un stéréotype, mais c'est les gens. Mais c'est l'hospitalité des gens, et je dirais surtout, c'est la générosité. Je suis vraiment surpris par tous ces gestes que je reçois dans les jours au jour, avec des sourires, des gens avec des moyens très limités, mais qui sont... J'ai cette image, j'étais à Marrakech, et il y avait ces messieurs qui avaient un poste de jus d'orange, et... monsieur, dans sa vie, il faisait les postes de jus d'orange, et je lui ai demandé un jus d'orange. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, il voulait m'offrir, mais je ne sais pas, il voulait que je parte avec 20 oranges, une boîte d'oranges. Je disais, mais monsieur, non, merci beaucoup, c'est votre travail. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé, et je les vois les jours au jour dans les gens avec qui je travaille, dans la délégation, mais aussi à la maison. Donc, je dirais ça. C'est aussi, effectivement, c'est un pays extrêmement beau, et que je commence à découvrir, et que j'ai hâte de découvrir. Mais vraiment, moi, je dis que je suis une ambassadrice des bottes et pas des talons. Moi, je vais aller et parcourir le pays. Je vais aller à la rencontre des gens. Malheureusement, la semaine dernière, j'aurais dû être à Beni Mellal, mais je n'ai pas pu par des raisons de santé. Et donc, j'espère que je vais pouvoir y aller. Et dans toutes ces visites, nous planifions d'avoir des rencontres avec des jeunes et d'avoir des rencontres avec des femmes. Donc, je reviens un petit peu à la question et des notamment, femmes. justement, dans toutes ces zones reculées, assez inaccessibles. Vous parliez tout à l'heure d'éducation, et ça se rejoint. Quand une petite fille ne va pas à l'école, sa maman doit rester avec elle. Du coup, elle ne peut pas avoir d'activité. Et en fait, c'est un chaînon. Si on donne la possibilité à l'éducation, c'est aussi donner un peu plus de liberté et d'activité aux femmes.
Absolument, absolument. Il y a tout un débat très intéressant sur les crèches, qui aussi donnerait plus de possibilités. Et à mon avis, je pense qu'il faut que nous, surtout, on ne vient pas donner des leçons, ça je vais les laisser très clairement, parce que je ne pense pas qu'il y a un seul pays qui peut qualifier des 10 dans l'égalité des genres. Donc, je pense que c'est une tâche qui nous revient à tous, qu'on doit continuer et faire attention parce qu'il y a des mouvements contraires, inclus en Europe et aux États-Unis, qui veulent revenir sur des acquis importants qui ont été achevés. Et c'est ce que nous voulons faire ici et nous voulons travailler avec le Maroc. Dans tous nos programmes, dans toutes les actions, nous avons la perspective genre qui est inclus. Et à la fois, je pense qu'il y a tout un chantier, c'est cette participation économique dans l'économie des femmes et la participation politique aussi. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir avec nous. Nous parlions des relations du Maroc avec l'Union européenne et nous recevions aujourd'hui dans Faites entrer l'invité l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, Patricia Pilar Lombard-Cussac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le à plaisir bientôt. est à moi. Merci. Vivre avec vous.